Intelligence artificielle et l'aide à la décision. Dans ce module des essentiels du cercle cardio-IA de la Société française de cardiologie, nous allons voir comment l'utilisation d'intelligence artificielle aide au diagnostic et permet un accès facile aux bonnes pratiques médicales. C'est la thématique de l'échange entre Jérémy Barrault, cardiologue et praticien hospitalier au Centre hospitalier d'Aix-en-Provence, et Marc Villasec, cardiologue à Nîmes, passe-président du Conseil national professionnel cardiovasculaire et vice-président du cercle cardio-IA. Marc, IA et aide à la décision, de quoi on parle? Qu'est-ce que c'est? Quelle décision? De quoi parle-t-on exactement? C'est un outil qui va aider à faire un diagnostic ou à aider à une prise en charge médicale. Ça existe, on le sait, sur l'imagerie surtout, mais sur les appareils d'échographie ou en rythmologie. Et là, c'est l'aide plus pour aider le clinicien. Le clinicien, le patient, et donc quels outils existent? De quels outils on parle exactement? De ces fameux agents conversationnels comme ChatGPT ou Mistral, ou d'outils plus spécialisés? Qu'est-ce qui existe? Alors, il y a une multitude d'outils, mais effectivement, en fait, ceux qu'on connaît le mieux à l'heure actuelle et qui sont assez performants et c'est assez bluffant, c'est les outils, on va dire, grand public comme ChatGPT et Mistral. Et justement, on va voir des exemples pour voir comment ça arrive en médecine alors qu'ils ne sont pas faits pour ça. Donc on peut les utiliser en médecine en pratique. Alors comment on fait exactement? J'ai pas de mode d'emploi. Je veux me lancer. Comment ça marche? L'intérêt, c'est de prendre des outils grand public hyper simples. Il n'y a même pas besoin là. Je vais sur Google et je fais mon prompt sur ChatGPT. Je suis cardiologue, j'ai un patient de 74 ans qui a présenté un syndrome coronarien aigu, aspirine, clopidogrel. Il me dit, voilà le traitement, la durée de l'antiagrégant, elle doit être de temps. Et là, en fait, il dit, c'est 12 mois. Et sur la statine, il dit, atorvastatine, c'est une statine qui est pas mal dosée. Et l'objectif est de 0,7 voire même de 0,55. Bon, normalement c'est 0,7, il n'est pas automatiquement précis. Après il dit voilà ce qu'il faut traiter, les facteurs de risque, la conclusion, mais en fait on voit il n'y a pas automatiquement de source. Et là en fait il suffit juste d'aller sur Google, il n'y a même pas besoin de s'inscrire, de payer quelque chose. On a déjà un avis chez ce patient-là. C'est vraiment extrêmement intéressant. Est-ce qu'on voit une progression quand même dans ces outils? Parce qu'on a pu entendre dans les premières années, au début de leur commercialisation, qu'il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de... Est-ce que ça progresse aujourd'hui? Alors, ouais, justement, donc là, on va voir le deuxième exemple. Et là, c'est malheureusement à partir de mon compte. Et on voit qu'en fait, il progresse. Donc là, j'ai posé la même question. Et là, il dit double intégration plaquettaire jusqu'à 12 mois, à réévaluer à 6-12 mois. Et après 12 mois, tu arrêtes. Tu fais une mono-interrogation, ce qu'il ne proposait pas. Et là, en vert, il disait ça c'est bien. Par contre, il dit en rouge, là c'est pas bien, parce que l'objectif normalement c'est d'être inférieur à 0,55 et il est trop élevé. Et donc, ce qu'il me propose, c'est ezetimibe 10, c'est exactement les recommandations. Et si au bout de 4 à 6 semaines, il faut faire un bilan, et si c'est pas bon, de donner un anticorps anti-PCSK9. Donc là, en fait, il ressort les recommandations, et en plus, il dit c'est issu des recommandations de l'ESC 2023. Donc c'est quand même incroyable. Moi, parce qu'à force de lui poser des questions, et parce qu'il a progressé en un an, en fait, il répond complètement à la question, si ce n'est qu'il n'y a toujours pas la source. C'est-à-dire qu'il apprend petit à petit, Ouais. il se met à jour, et en même temps, il apprend un petit peu de ton usage. D'accord. Mais du coup, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Est-ce qu'il y a des limites? Comment ça marche? Ouais, c'est le problème. Non, déjà, la première, tous ces outils, en fait, comme ils analysent de grosses bases de données, on est obligé, nos ordinateurs ne sont pas assez puissants et on l'utilise sur le cloud. Et suivant où est le cloud, en fait, s'il est aux États-Unis, ils peuvent réutiliser toutes les données. Donc la première chose, il ne faut pas donner des données médicales, parce que là, en fait, il peut les réutiliser. Et normalement, on s'en sert que pour nous aider. Voilà. Mais effectivement, la première chose, c'est que est-ce que ça correspond à la législation européenne? Ce n'est pas toujours le cas. Et ensuite, ça utilise des gros outils à l'heure actuelle, là, ceux que j'ai présentés américains. Au niveau de l'écologie, c'est pas très bien parce que ça utilise beaucoup d'électricité. Est-ce qu'il y a des solutions pour essayer de contourner ces limites finalement? Est-ce qu'il y a des solutions qui sont un petit peu meilleures que d'autres? Il y a le chat. Alors le chat, c'est Mistral AI. Et donc en fait, ça respecte beaucoup plus de règles européennes et de règles françaises. Et là, on voit, j'ai toujours posé la même question et on voit que il me dit, voilà, le traitement antiplaquettaire, le traitement hypolipiémien, l'objectif. Alors là, il va mettre un objectif de 0,7, mais par rapport à ces questions, à la fin, tu vas voir, il y a les sources. Et là, si je clique sur les sources, il me dit que c'est de l'ESC, mais en fait, je vais cliquer sur les sources et il va me dire voilà d'où c'est issu. Alors là, c'est issu de ESC 2020, du site Cardio Online, et après de Medscape sur 2023. Donc déjà, au moins, on sait un peu plus où on va. Oui, ça, je pense que c'est vraiment important de connaître les sources parce qu'on entend que ces modèles peuvent parfois inventer des choses, etc.
Donc si maintenant, moi je veux vraiment entraîner le modèle ou lui apprendre des choses ou lui faire extraire des informations de certains documents, des recommandations, des choses comme ça, est-ce que c'est possible? Est-ce que je peux lui demander de faire ce genre de choses? Je pense que c'est ce qu'on doit vraiment faire en médecine. Et donc là, c'est le dernier exemple. C'est un outil qu'on a sur Google. Donc en fait, on l'a, c'est assez gratuit. Donc là, vous voyez, c'est Notebook LM, ça s'appelle. Là, j'ai mis 4 recos de l'ESC. Je prends la reco de l'ESC 2023 sur les syndromes coronariens aigus. J'ai posé toujours la même question. Et là, il me met, voilà, la statine, elle doit être inférieure à 0,55. Et là, je regarde les recos. Tu vois, et d'emblée, j'ai 1A, 1A. Et je vois exactement dans le texte où elles sont dans le texte. Et après, je continue à balayer le document. Et il me dit, à un moment, là, voilà, la vaccination annuelle contre la grippe recommandée. C'est vrai, mais je n'avais pas automatiquement pensé. Et là, je clique, il me dit tout ce qu'il faut faire, toutes les cibles. Alors que ce n'était pas automatiquement ma question. Et dans les cibles, il va me dire, bon, l'objectif de tension artérielle, mais l'hémoglobine glyquée, il va dire, elle doit être inférieure à 7%. Donc, c'est des choses qu'on peut oublier ou qu'un non-cardiologue n'est pas obligé de savoir. Mais là, non seulement je clique, j'ai la source, et c'est un document, c'est que mon propre document. Donc, en fait, il ne va regarder que sur ce document-là. Il ne va pas avoir ce qu'on appelle des hallucinations, il n'y aura pas le phénomène black box. Donc, on est sûr de ce qu'il dit. Ça m'amène à me dire, moi dans ma pratique, là, moi je suis cardiologue, je consulte, je travaille à l'hôpital. Comment je peux intégrer ces outils dans ma pratique? Comment ça peut m'aider effectivement à prendre des décisions? Alors, moi, le plus simple, là où j'utilise, c'est les effets secondaires. Les patients disent j'ai un effet secondaire, il y a 10 médicaments, c'est assez compliqué. Je prends mon téléphone, je demande, il va me dire les effets secondaires sont probablement liés à ce médicament et après je vais dans le Vidal pour vérifier. Donc ça, c'est un gain de temps assez incroyable. Après, typiquement, par exemple, sur les recommandations sur les valves, c'est compliqué de savoir quels sont les critères de sévérité de l'IA par rapport aux autres et quels sont les critères de chirurgie. Je prends mon notebook LM, je tape et de suite, je tombe dessus, alors qu'habituellement, chaque fois, je suis obligé de regarder plusieurs PDF et c'est assez long. Donc, il y a clairement une utilisation, en tout cas, ça me fait gagner de l'énergie. Alors, des fois, on n'a pas le temps, on ne le fait pas, donc autant le vérifier, puisqu'en tant que médecin, on a quand même un objectif, une obligation de moyens dans le code de déontologie, et là, ça nous permet enfin de répondre à cette demande, à cette obligation de moyens. Nous, médecins, effectivement, on a accès à ces outils, mais le patient également, hein, lui, il peut arriver avec son avis, il peut avoir déjà posé des questions. Comment on gère effectivement le patient qui a posé ces questions? Comment le patient, quelle bonne utilisation de l'IA dans le diagnostic ou peut-être dans la prévention ou peut-être dans la vulgarisation? Comment on peut voir les choses pour le patient? L'IA ne remplacera pas le médecin, comme Google n'a pas remplacé le médecin, et Google même il dit d'énormes bêtises. L'IA en donnera un peu moins, mais même si le patient, suivant les signes qu'il peut rentrer, même un bilan biologique, il prend une photo de son bilan biologique, ChatGPT va lui répondre le diagnostic, mais il aura quand même besoin d'un médecin pour confirmer et pour l'écouter, pour l'entendre et le conseiller et faire le boulot du médecin qui est le care entre guillemets. Voilà, on est là, c'est peut-être pas automatiquement le reconforter, mais trouver une solution, proposer et envisager l'avenir ensemble. Donc en fait, c'est un outil autant pour lui que pour moi. Et c'est un outil qui améliorera la prise en charge du patient. Donc ce n'est qu'une bonne chose pour lui. À nous, sans IA, c'est clair que si lui a l'IA et nous on l'a pas, ça va être compliqué. Merci Marc. Merci. En conclusion, l'intelligence artificielle est un outil d'aide précieux pour le clinicien et facilite l'accès rapide aux recommandations. La protection des données et le respect des réglementations restent essentiels. Enfin, patients et médecins doivent apprendre à utiliser ces outils pour améliorer ensemble la prise en charge dans laquelle le rôle du médecin reste central.